Oh, je vois plus. Bonsoir, bienvenue. Abeilles sans frontières, je crois que vous connaissez déjà, vous avez déjà entendu. Abeilles sans frontières, c'est quelque chose qu'on a mis en place ensemble avec des partenaires. Donc, c'est Free the Beast, la Suisse, c'est Honeybee Wild, Luxembourg, c'est Apis arborea des États-Unis et Natural Beekeeping Trust en Angleterre. Ce qu'on veut faire, c'est propager un peu le savoir et la conscience autour des abeilles. Et ce qui nous concerne spécialement, c'est aussi les abeilles naturelles, les abeilles mellifères dans leur nature. Moi, je m'appelle André Vermelinger, je suis le fondateur de Free the Bees et ce soir, en même temps, le master de la cérémonie et votre référent. Donc, ce soir, la conférence va être enregistrée. De toute façon, je me réjouis si je vois quelques vidéos, si je vois un peu vos têtes, ça me donne un peu des informations que ouais, je n'aime pas trop de parler devant un mur noir. Et l'enregistrement peut aussi être regardé après sur YouTube, sur notre channel. Alors ce soir, on va traiter un peu le thème de nourrissement des abeilles. C'est un thème qui est souvent, où on me pose souvent des questions, donc c'est quelque chose qui a l'air être intéressant. Et avec les deux conférences, une en allemand, une en français, on avait plus, je crois, on avait bien dépassé les 150 inscriptions. Donc, ça montre aussi que c'est un thème qui est mouvementé, où il y a beaucoup des avis aussi, des différents avis. Alors, on va regarder un peu plus proche. Est-ce qu'il faut nourrir les abeilles et s'il faut les nourrir comment? Et je vais parler un peu des expériments que j'ai faits. L'agenda pour ce soir, j'aimerais bien comparer le miel avec le sucre. Donc, ça va déjà beaucoup montrer un peu la différence. Ça va déjà répondre à beaucoup de questions. Et j'aimerais aussi montrer l'influence du nourrissement au sucre sur la santé des abeilles, parce que les deux sont directement liés l'un avec l'autre. Après, on va regarder un peu le thème de l'alimentation naturelle. Est-elle suffisante? A-t-on assez de fleurs, assez de nectar, assez de pollen? Et on va regarder tout ça aussi sur la méthodologie apicole de Free the Bees, parce que la méthodologie apicole de Free the Bees, ça donne un peu un cadre global où on se trouve et comment on doit nourrir selon la méthode d'après laquelle on garde les abeilles. Et je vous montre un peu une approche concrète de nourrissement, donc comment je fais exactement avec mes abeilles après des années d'expérience où j'ai testé plusieurs choses. Et on va finir avec 2-3 mots sur Free the Bees, qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Bon, attaquons le thème, donc miel versus sucre. Et je pense, dans ces prochaines minutes, vous allez comprendre tout de suite qu'il y a une énorme différence. Je pense que vous le savez déjà, mais c'est quand même assez parlant si on peut le montrer graphiquement aussi. Et je me suis permis de prendre ce qu'on appelle un éventail du miel sur un site suisse-alémanique Bienensissach. Je suis désolé, c'est en allemand, mais je crois que vous allez assez bien comprendre tous les ingrédients qui sont dans le miel. Donc, on a déjà de l'eau, ça c'est clair. On a plein de sortes de sucres, des différents sucres. Et il n'y a pas seulement dans le miel le glucose et fructose. Il y a plein d'autres sucres, des sucres fonctionnels. Et il y a plein de sucres qui
sont pas forcément mauvais aussi pour la santé humaine. Il y a plein de sucres qui sont assez intéressants pour la santé humaine. Et là, dans le miel, vous trouvez plein de sucres différents. Alors, vous trouvez aussi des ferments, des vitamines, des minéraux, des acides, vous trouvez des acides aminés, vous trouvez des éléments Duftstoffe, des inhibines et des hormones. Donc, vous voyez une énorme panoplie d'éléments. Là, il n'y a même pas tout qui avait de la place sur cet éventail du miel. On parle de 200 éléments qui devraient se trouver là-dedans. Et maintenant, je vais vous montrer ce qu'on trouve dans le sucre, dans le commerce, ce qu'on donne aux abeilles. Donc, voilà la différence qui est très parlante. Il n'y a plus que glucose, fructose et eau, et tout le reste n'est plus du tout dans ce produit. Donc, je crois que ça explique déjà beaucoup. On pourrait déjà presque arrêter le discours ici, mais il y a un peu d'autres aspects quand même à regarder, parce que je le dis tout de suite, je donne aussi du sucre à mes abeilles, mais le bon produit avec la bonne manière. Donc, je vais vous en parler plus tard. Il y a, si on donne du sucre ou si on donne un peu des différentes nourritures, ça a un effet direct sur la santé des abeilles. Et là, vous trouvez une étude assez intéressante de Mirjanic. Et là, je suis désolé, c'est des images du copier-coller, c'est pas traduit en français. Mais on a une comparaison. Qu'est-ce qui se passe sur la durée de vie d'une abeille si on lui donne de miel? Donc, avec le miel, une abeille, elle va vivre 27 jours. Si on donne un sucre inverti basé à l'acide, donc inverti à l'acide, elle vit moins que la moitié de la vie, moins que la durée de la vie d'une abeille qui est nourrie naturellement à la base de miel. Et après, entre deux, il y a le sirop qu'on fait nous-mêmes avec le sucre du commerce. Et quand même assez intéressant, ça c'est le sucre inverti qui est inverti d'une manière enzymatique. Donc, ça, c'est le produit le plus intéressant pour donner aux abeilles parce que c'est le moins nuisible. Donc, ça, c'est une première information qui est assez importante. D'ailleurs, ce que je vous montre, je prends de Sigrun Mittel, c'est une biologiste, une Allemande qui a fait un joli livre, qui a un joli site, je pense pas traduit jusqu'à ce jour, bienendialoge.de. Elle a pris plein de temps d'étudier plein d'informations sur les abeilles, donc assez intéressant ces études. Aussi, Sigrun Mittel, il montre autre chose, les références sur une docteur Heike Ruff. Et là, vous voyez que le miel, il contient des composants nutritifs qui influencent le patrimoine génétique des abeilles. Et ce patrimoine génétique des abeilles est montré ici. Il y a plus de 100 gènes qui s'expriment différemment si on donne du miel ou si on donne du sucre. Donc, c'est une énorme différence au niveau génétique sur l'exprimation des gènes. Et entre autres, ces gènes qui s'expriment différemment sont importants pour le métabolisme des protéines. Les protéines, c'est peut-être le plus important au niveau de la nutrition pour les hommes, mais aussi pour les abeilles. Protéines, si on fait la traduction depuis le grec, ça s'appelle ce qui vient au premier. Donc, c'est un des éléments qui est le plus important pour la nourriture.
Et il y a aussi des gènes qui sont exprimés différemment, qui sont importants pour la transmission des signaux au niveau des nerfs et directement aussi sur le système immunitaire. Donc, vous voyez un peu l'influence avec ces sucres qu'on donne par rapport au miel. Mais maintenant, ce qui est pas moins intéressant, ça c'est aussi que les abeilles arrivent avec du miel, donc avec leur nourrissement naturel, elles arrivent mieux à dégrader les substances toxiques. Donc, s'il y a des substances toxiques qui entrent dans une abeille, dans une colonie d'abeilles, elles arrivent mieux à lutter contre ces toxiques si elles sont nourries d'une bonne manière. D'ailleurs, c'est exactement la même chose pour les hommes. Pour les humains, si on se nourrit comme il faut, et là il y a la médecine orthomoléculaire qui est importante, si on se nourrit comme il faut, on arrive mieux à éliminer les toxines. Et de toute façon, ça a une influence directe sur la santé des humains. Il y a aussi d'innombrables autres contextes où je vais juste parler en superficie, je vais parler en détail, mais si vous voulez faire le travail, allez chercher des études là-dedans. Mais il y a surtout la santé intestinale, le microbiome intestinal qui est important. Et normalement, on dit que dans la médecine humaine aussi, que toutes les maladies commencent au niveau des intestins. Donc, si on a un problème dans les intestins, la maladie n'attend pas longtemps pour se montrer. Et la santé intestinale est directement liée à l'alimentation, donc l'alimentation naturelle, génétiquement correcte pour les abeilles, pour l'homme, mais aussi aux polluants environnementaux. Donc, plus vous avez des polluants, plus vous avez aussi des problèmes avec le microbiome. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les pesticides, ils tuent pas forcément direct les insectes et les humains, mais ils ont une énorme influence aussi sur le microbiome, sur les bactéries dans les intestins. Et là, ils ont un effet direct sur la santé des abeilles de nouveau. Donc, il y a plein de parallèles, plein des interactions qu'on peut tirer qui sont très importantes. Il y a aussi ce fameux axe intestin-cerveau. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a des milliers d'études sur la santé humaine qui regardent cet axe intestin-cerveau. Donc, votre bien-être, votre manière de penser est hautement dépendant de la santé de votre microbiome, de votre intestin. J'imagine que c'est la même chose pour les abeilles aussi. Chez les abeilles, c'est encore un peu différent parce qu'il y a aussi la multitude des microbes dans la cavité de l'arbre. Donc, moi, je pense que ce n'est pas seulement le microbiome dans l'intestin, mais je crois que ça va beaucoup plus loin avec toute la multitude des micro-organismes dans la cavité. Et ce qu'il faut aussi dire, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est surtout aussi le pollen qui est une source principale de protéines, d'acides aminés, de graisses, d'amidon, stérols, tout ça. Donc, on ne devrait pas seulement parler du miel et du sucre, mais on devrait aussi parler du pollen. Maintenant, ces substances qu'on trouve, qu'on a vues avant dans le miel, ça vient surtout de la nature, mais pas seulement. Donc, il y a un grand nombre de substances qui sont cherchées par les abeilles dans la nature, donc le nectar, le pollen, le propolis. Et ça peut être stocké dans les alvéoles, ça peut être nourri au couvain. Mais il y a aussi des substances qui sont produites par les glandes des abeilles. Donc, c'est aussi l'abeille qui produit elle-même des substances qui sont très importantes.
Et là, dans cette étude de Erler et Moritz en 2016, vous trouvez différents produits qu'ils ont testés sur des bactéries, des pathogènes, des parasites. Et là, par exemple, vous voyez que euh, comment dire, La cire. La cire? Merci, merci. Trop de langues en même temps avec l'anglais ici, l'allemand en tête. La cire, merci, qui fait une inhibition sur les bactéries. Donc, ça diminue euh, la croissance des bactéries, du nombre de bactéries. Donc, vous voyez là plein de différentes substances avec les observations, avec les effets sur les bactéries et sur d'autres choses. Donc, très intéressant, vous pouvez aller en détail en lisant cette étude par vous-même aussi. Et maintenant, on peut se demander la question, est-ce que l'approvisionnement naturel est suffisant? Donc, la richesse des fleurs sur toute la saison apicole. Et là, je crois que vous voyez déjà ce que je veux dire au niveau de ces images, parce que ce qu'on devrait avoir dans la nature, c'est des champs fleuris avec une multitude de fleurs, des différents arbres qui fleurissent. Et ce qu'on a souvent, c'est soit un trou de mielet, donc un moment où la nourriture dans la nature n'est pas suffisante, ou bien au printemps, ce qu'on a aussi souvent, on a des champs qui sont que jaunes, donc que le pissenlit qui pousse, donc c'est une sorte de mauvaise nutrition pour les abeilles. Donc, vous avez en même temps le manque nutritif et vous avez aussi en même temps une sorte de nutrition qui est un peu simple, qui n'est pas assez diversifiée. Si on regarde maintenant la mielée en Suisse ou dans beaucoup de régions en Suisse, vous trouvez à peu près cette courbe qui est montrée ici. Je vous demande de ne pas prendre ça au niveau quantitatif, prenez ça au niveau qualitatif. Je montre juste qu'ici, pendant le mois de mai, il y a beaucoup de nectar. Ici, au mois de juin, il y a ce fameux trou de mielet, donc il y a très peu de nectar. Et là derrière, juillet et août, il y a du nectar, mais pas autant que ça. Donc, c'est pas aussi génial comme ici au mois de mai. Et maintenant, surtout le trou de mielet a une grande importance sur nos abeilles. Et ce que j'ai testé des années et des années sans nourrir mes abeilles, c'est tout le temps un peu la même chose qui s'est passée. Alors, sous des conditions plus ou moins proches de la nature, entre autres dans une varée où je n'ai pas superposé des hausses à miel, donc une varée avec un volume fixe qui fait semblant à une cavité d'arbre, j'avais rarement plus que 10 kilos de miel dans ma ruche parce que je ne pouvais pas augmenter à travers une hausse à miel. Et maintenant, ces 10 kilos de miel, quand il y a l'essaimage, la colonie mère, elle perd beaucoup d'abeilles et la colonie mère remange ces 10 kilos de miel et on se trouve justement ici au trou de mielet. Et 9 kilos sont remangés. On se trouve ici sans beaucoup de nectar dans la nature, sans de réserve dans la ruche. Et en même temps, on sait exactement que la manière de pondre et la manière de bâtir dépend hautement du flux de nectar. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de nectar, les abeilles ne vont pas beaucoup bâtir et elles ne vont pas beaucoup pondre. Donc, ce qui se passe ici, c'est que vous avez des colonies qui sont assez faibles, assez petites,
Et c'est égal pour l'essaim et c'est égal pour la colonie mère. C'est les deux qui souffrent. Parce qu'ici, l'essaimage nécessite ou demande énormément d'énergie. Et l'essaimage se passe justement dans la période où il n'y a pas d'énergie. Donc là où vous avez vraiment un grand challenge, où les abeilles, les colonies ont un grand challenge, ils ont besoin d'énergie, mais dans la nature, il n'y a pas d'énergie. Et ici, vous trouvez, pour cela, vous trouvez des colonies qui sont assez faibles, qui sont peu nombreux, qui n'ont plus de réserve. L'essaim qui a dû bâtir, construire nouvellement, l'essaim a mal bâti, donc pas beaucoup de cire. Et c'est un peu ce qui se passe. Et après, il y a encore, pendant l'été, il y a un peu de mielé de nouveau, il y a un peu de nectar. Mais là, pendant l'été, du coup, vous n'avez pas assez d'abeilles qui peuvent chercher le nectar et vous trouvez en mois d'août, donc plus ou moins maintenant, avec une colonie assez faible qui a peut-être même pas assez bâti et qui a seulement 2 à 3 kilos de miel et qui va certainement pas passer l'hiver avec ses réserves. Et c'est ça ce qui est très intéressant, très parlant aussi. J'ai testé ça pendant des années et chaque fois j'ai eu la même chose. J'avais ici des colonies faibles avec pas assez de réserves et souvent je les ai perdues assez vite dans l'hiver. Et après j'ai commencé à les nourrir ici, mais nourrir ici c'est très difficile parce que des colonies faibles qui ont faim, il y a aussi des colonies fortes autour, donc du coup vous avez des colonies fortes autour qui viennent chercher la nourriture, le pillage. Donc, plein de soucis, plein de problèmes, plein de stress. Et c'est pour ça que ce n'est pas vraiment une bonne solution. Alors maintenant, au niveau du sujet de la nourriture, il faut aussi se référencier à la méthodologie apicole de Free the Bees. Et peut-être vous la connaissez déjà. On a principalement 5 méthodes qu'on différencie. Vous allez trouver d'ailleurs, vous allez trouver ce tableau sur notre site web. Donc, pas de souci si vous ne pouvez pas le lire maintenant. Alors, il y a les colonies d'abeilles naturelles, donc la cavité dans l'arbre avec des colonies qui vivent complètement autonomes d'un apiculteur. Ici, vous avez l'accompagnement des abeilles selon les nécessités de l'espèce. Donc, vous essayez de donner un habitat le plus naturel possible à l'abeille pour les garder, mais sans interférer avec la nourriture, sans les traiter. Et après, vous avez l'élevage des abeilles en rapprochant avec la nature. Donc ici, vous avez le droit de travailler un tout petit peu avec les abeilles, mais encore pas le droit de superposer une hausse à miel. Et après, à droite, vous avez l'apiculture extensive et l'apiculture intensive. Ici, vous avez le but de produire de miel. Alors, ici, vous avez tous les facteurs qu'on a trouvés qui sont quelque part responsables pour définir avec quelle intensité on travaille avec nos abeilles. Et là, sous les conditions de logement, vous trouvez aussi le nourrissement ici. Donc, vous pouvez regarder un peu comment on traite ce thème dans la méthodologie Free the Bees. Et maintenant, je vais vous montrer un peu ce que je voulais vous dire là-dedans. Alors, on a encore une fois les colonies d'abeilles naturelles à gauche, on a l'apiculture intensive à droite. On regarde un peu comment ça se passe avec des images. Donc ici à gauche, on a certainement la qualité des arbres avec les colonies qui vivent naturellement. Le meilleur habitat qu'on peut produire, qu'on peut leur procurer, ça c'est le fameux Zeidlerhöhle en allemand.
Donc, c'est l'apiculture ancestrale forestier où on fait des cavités dans les arbres vivants. Donc, ça, pour l'instant, c'est les cavités les meilleures qu'on peut donner aux abeilles. Après, il y a plein de sortes de ruches un peu entre deux. Il y a les ruchetrons, il y a les fameux Swiss Tree, il y a les terracotta, Sunknife, les varechs qui sont légèrement modifiés. Donc, tout ça, c'est des exemples de ruches ou d'habitats qui sont quelque part ici, l'élevage, en rapprochant avec la nature, mais qui sont déjà plus complètement naturels. Après, on a ce que j'appelle l'apiculture extensive. Ici, vous voyez un dadan qui est modifié légèrement avec un couvercle qui est ouvert à la diffusion. On pourrait encore mieux l'isoler, ce serait encore meilleur. Mais vous voyez un peu, c'est un compromis. Ici, je fais du miel, mais sans aucun traitement. Je travaille avec la méthode Puchler où j'enlève mi-juillet toute la ponte, ça c'est assez bon pour ne pas devoir traiter et pas avoir des pertes à cause des varrois. Et après, on a ce qu'on appelle apiculture intensive, donc les dadans en grand nombre, les ruches suisses en grand nombre, tout ce qu'on connaît comme ça un peu partout. Et maintenant, ce qui est important, c'est pour ça que je montre tout ça. Alors, vous devriez tirer une ligne qui sépare le gauche de droite. Et à droite, vous avez, comme j'ai déjà dit, comme but de produire du miel. Et pour produire du miel, vous n'avez pas de chance si vous ne mettez pas des hausses. Donc ici, vous jouez avec les volumes, vous superposez des hausses à miel pour stimuler le rendement, pour stimuler les abeilles de mettre plus de nectar en moins de temps dans vos ruches. C'est quelque chose qui n'existe pas dans la nature. Entre autres, on joue aussi avec la ponte, on rétrécit la ponte avant l'hiver, on élargit la ponte à la fin de l'hiver, donc plein d'influences. Ce qui est bon pour la récolte de miel, mais ce qui est ni conforme aux besoins de l'espèce, ni durable. Donc là, vous avez des effets secondaires qui ne sont pas forcément en relation avec la nature. Ici à gauche de cette méthodologie, vous n'avez pas le droit de superposer des hausses à miel parce que la superposition d'une hausse à miel, ça influence hautement l'essaimage. Donc ici à gauche, vous voulez un essaimage qui est complètement libre, mais vous perdez pour sûr le rendement de miel. Et souvent, ici, vous avez le problème de la famine. Alors, si vous avez déjà essayé, qu'est-ce qui se passe si vous avez un volume fixe, si vous ne jouez pas avec les hausses, là, vous allez tout de suite voir, donc, dans beaucoup de régions en Suisse, vous perdez les abeilles, mais vous ne les perdez pas à cause des maladies, vous ne les perdez pas à cause des parasites, vous les perdez à cause du manque de nourriture. Donc, c'est un peu un dilemme. Et on va regarder par la suite comment on va gérer ce dilemme. Et moi, je vous demande de regarder là à droite, plutôt vers l'apiculture conventionnelle. Donc là, il y a plein de cours, plein de concepts. Là, j'aimerais pas trop parler ce soir. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de vous montrer un peu comment je fais face à ce dilemme ici à gauche, où je veux garder les abeilles le plus naturelles possible, mais souvent je les perds avec une manque de nourriture. Alors, c'est ça ce qu'on va regarder, comment gérer le dilemme dans la pratique. Ce qu'on doit déjà différencier, et je reçois toujours des questions là-dessus, est-ce que je dois donner du liquide, est-ce que je dois donner du solide? Donc, c'est un thème qui pose beaucoup de questions et à mon avis,
Le sirop, il stimule les abeilles pour la construction et pour la ponte. Donc, la construction et la ponte sont hautement dépendants dans la nature du flux de nectar. S'il n'y a pas de nectar, les abeilles commencent à diminuer l'énergie pour la ponte, diminuer l'énergie pour la bâtisse. Et moi, je pense avec le sirop, j'ai à peu près le même effet comme avec le nectar. Je stimule les abeilles à pondre, je stimule les abeilles à bâtir et le sirop est stocké comme réserve. Et la pâte à fourrage, pâte, à mon avis, j'ai testé ça aussi. J'ai laissé une fois de la pâte pendant toute la saison sur mes abeilles. Et ils avaient quand même un problème de manque de nourriture à la fin de la saison. Donc, forcément, la pâte n'est pas stockée dans les alvéoles. Ça ne sert pas à augmenter les réserves. Et la pâte ne stimule pas les abeilles à pondre et à construire. Donc, ça ne nous aide pas forcément si on veut les stimuler. Mais par contre, la pâte est très bien si on veut sécuriser les réserves à la fin de l'hiver. Et là, on parle principalement des mois février et mars parce qu'il y a déjà de la ponte dans nos ruches. Il y a encore des jours et surtout les nuits qui sont très très froids. Donc, il faut une énorme énergie pour chauffer la ponte à 36 degrés. Et là, souvent, on perd les abeilles. Souvent, ils peuvent faire tout l'hiver avec les réserves et février, mars, ça manque. Ils peuvent plus chauffer. Et là, vous pouvez superposer de la pâte à sucre, du candy, et ça augmente les réserves et ça évite que vous allez perdre les abeilles pour une manque de nourriture. Alors, c'est comme ça, je différencie liquide et solide. C'est important, à mon avis, de bien différencier. Maintenant, on invite la question encore, quels produits sont les bons? Il y a, à mon avis, deux produits qui sont principalement importants. Et si on parle du candy, à mon avis, c'est le produit Castaflor de Bienenmeier, le meilleur candy qu'on peut trouver en Suisse. C'est un mélange de sucre et de miel, mais c'est aussi un miel qui est contrôlé, donc vous n'allez pas risquer de propager des maladies. Donc, si vous voulez donner une pâte qui a une meilleure qualité, prenez ce Castaflor. Et maintenant, au niveau du sirop, comme vous vous rappelez tout au début de ce discours, on a vu que le sirop de sucre inverti enzymatique est le meilleur qui a le moins d'effets secondaires sur les abeilles, sur la santé des abeilles, sur la durée de vie des abeilles. Et moi, j'ai trouvé qu'un seul en Suisse. C'est pour ça je prends Ostetler, Ostetler Spezialzucker AG. Et là, je mets l'accent sur le sirop bio. Donc, ici, il faut prendre le produit bio. Pas forcément parce que je trouve que c'est le bio qui est important, mais c'est parce que le bio, c'est le seul qui est inverti au niveau enzymatique. C'est pour ça que je mets l'accent sur le bio. Donc, regardez si vous trouvez un sirop inverti au niveau enzymatique. Ça, c'est ce qui influence les abeilles le moins ou crée le moindre des effets secondaires si vous donnez un sucre. Maintenant, il y a toujours aussi des gens qui me demandent pourquoi pas donner du miel. Et moi, je me suis cassé dans mes premières années aussi la tête. J'ai payé pas mal. J'ai des amis apiculteurs où je savais qu'ils n'avaient pas de maladie de ponte, que je pouvais donner leur miel à mes abeilles. Mais au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que il y a plusieurs trucs qui sont difficiles.
Déjà, j'estime pas très logique que mon ami apiculteur, il doit travailler intensif avec ses abeilles pour que moi je puisse donner du miel à mes abeilles qui sont gardées proches de la nature. Donc, à quelque part, ça ne fait pas de sens. Et après, si vous donnez du sirop à la base de miel, vous devez mélanger le miel avec de l'eau. C'est assez difficile si vous avez déjà essayé. Moi, j'ai brûlé plusieurs mixeurs, pas facile à mélanger l'eau avec le miel. Et vous n'avez pas le droit de chauffer l'eau non plus, parce que sinon, vous détruisez les enzymes dans le miel, donc plein de problèmes. Et il y a encore un dernier problème, c'est le miel qui est mélangé avec l'eau. Il fermente et il fermente très très vite. Déjà après 1, 2 jours, vous avez un miel fermenté. Donc, vous devez pratiquement faire votre mélange tous les jours au frais. Ça donne beaucoup de travail. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté avec ça. Je pense que ce n'est pas vraiment une bonne solution. Ça ne sert pas trop de donner du miel. Comme je vous ai déjà dit, si on donne du sucre, les effets secondaires indésirables sur la santé sont moindres avec ce sucre inverti qui est inverti d'une manière enzymatique. Mais j'aimerais quand même aussi vous dire que n'importe ce qu'on donne aux abeilles au niveau de nourrissement, si c'est du sucre, si c'est du miel, si c'est n'importe quoi, on perturbe la sélection naturelle. Donc, ce qu'on voudrait, c'est des abeilles qui sont adaptées à leur nature. Ce qu'on voudrait, c'est des abeilles qui savent s'adapter aux changements de la nature. Si la nature, elle est comme on la voudrait maintenant, peut-être elle n'est pas si bonne comme on voudrait. Mais voilà, on a absolument besoin des abeilles qui savent s'adapter. Et si on commence à nourrir, de toute façon, on tue complètement la sélection naturelle. Ça, c'est important à savoir. Si on donne quoi que ce soit, on influence la sélection naturelle, donc on influence aussi l'évolution naturelle. Ça, je vous ai déjà dit. Ici à droite de notre tableau apiculture extensif, apiculture intensif, allez plutôt consulter les concepts de l'apiculture conventionnelle. Et moi, je vous montre dans ces prochaines slides maintenant comment j'ai trouvé, comment je peux faire ici à l'élevage d'abeilles en rapprochant avec la nature, si je veux pas perdre, si j'accepte pas de perdre les abeilles à cause de la famine. Et là, c'est un peu la conclusion. Alors, vous connaissez déjà cette courbe ici avec la mielée. Et ce que je fais, c'est surtout ici, avant le mois d'avril, mois de février, mois de mars, je sauvegarde les réserves avec des candies. Donc ici, si je vois que mes abeilles n'ont pas assez de réserves d'elles-mêmes, je superpose du candy. Mais ça, c'est pas avec l'idée de stimuler, parce que l'idée de stimuler avec du candy ne marche pas. Ça, il y a des études aussi qui ont été montrées. Ça, c'est uniquement avec l'idée de leur donner un peu plus de réserve quand ils n'ont pas assez pour les garder en vie, pas que je les perds à cause de la famine. Et maintenant, ici, pendant le mois de mai, vous n'avez rien besoin de donner parce que de toute façon, vos abeilles se développent à merveille, ils ont assez de nourriture. Et normalement, ici, déjà au mois d'avril, ils vont encore pas trop stocker du miel, mais ils trouvent déjà assez dans la nature pour vivre. Donc ici, normalement, vous n'avez plus besoin de nourrir, à part peut-être dans les conditions extrêmement mauvaises au niveau du temps, au niveau météorologique. Et maintenant où je commence directement à nourrir, mais je nourris là du sirop, ça c'est après l'essaimage. Et après l'essaimage, je nourris directement l'essaim, mais aussi la colonie mère, parce que je sais, avec des nombreux expériments que j'ai faits,
que ni l'essaim ni la colonie mère a vraiment la chance de passer l'hiver si ici je fais rien du tout, si je ne donne pas de la nourriture. Et mon concept maintenant, c'est que je nourris directement après l'essaimage la colonie mère et l'essaim et je donne du sucre. Et maintenant, donner du sucre a un effet positif ici parce que les abeilles préfèrent le nectar. Et s'il y a des abeilles et s'il y a des fleurs, ils me laissent le sucre de côté et ils cherchent le nectar. Donc, je risque pas qu'ils mangent que mon sucre. S'ils trouvent assez dans la nature, ils vont laisser mon sucre et ils vont chercher le nectar. Et si elles ne trouvent pas assez, et si, par exemple, les conditions météorologiques sont mauvaises, ils commencent à attaquer et prendre mon sucre. Et ce qui se passe ici, c'est que les abeilles me mélangent automatiquement d'elles-mêmes le sucre et le nectar. Donc, je crée ici des réserves dans ruches qui sont déjà mélangées. Donc, je n'ai pas les réserves qui sont uniquement et pur sucre. J'ai un mélange qui est meilleur que si je donnais que le sucre tout à la fin. Si ici, tout à la fin, je donne 10 kilos, 15 kilos de sucre, les réserves sont pratiquement pur sucre. Et comme je commence à nourrir ici, j'ai déjà un mélange qui est d'une meilleure qualité. Et je nourris directement après l'essaimage jusqu'au moment où j'estime que les abeilles, la colonie, elle peut faire le reste de l'année et l'hiver d'elle-même. Donc ici, je compte sur l'autosuffisance. Et là, il faut avoir un peu d'expérience pour trouver ce moment où vous pouvez dire, maintenant c'est bon, je peux arrêter, maintenant les abeilles elles ont une chance de faire le reste de la saison d'elles-mêmes. Et maintenant, ce concept a plusieurs avantages. Déjà, si vous nourrissez pas, et si ici vous devez nourrir parce que votre colonie n'a pas assez de réserves, souvent ici vous avez des colonies toutes faibles qui ne peuvent pas se défendre, donc vous risquez le pillage ici aussi. Des fois, si vous avez un essaim qui a dû bâtir dans un nouveau habitat, des fois, vous trouvez votre colonie ici qui n'a même pas construit assez d'alvéoles. Donc, ça ne sert à rien de nourrir parce qu'au mois d'août, ils n'aiment déjà plus beaucoup bâtir. Et peut-être vous n'avez pas assez d'alvéoles pour que votre colonie peut stocker 10, 15 ou plus kilos de miel. Du coup, vous risquez que vous donnez trop de sucre. Après, vous risquez encore un essaimage tardif parce qu'il n'y a pas assez de place à pondre. Vous avez toute une panoplie de problèmes si vous arrivez ou si vous nourrissez seulement là derrière. C'est pour ça que je commence déjà ici. Et voilà, c'est un peu les avantages. Oui, un avantage que je n'ai pas encore mentionné, c'est que si on nourrit directement après l'essaimage, globalement, j'ai plus de nectar et plus de pollen dans la colonie. Parce que, je retourne encore une fois, si vous ne nourrissez pas, ici, vous n'avez pas assez d'abeilles. Vous avez une colonie toute faible ici et le nectar et le pollen pendant l'été ne peut même pas être bien récolté parce qu'il vous manque des ouvrières. Donc, si je nourris directement ici, j'ai plus d'abeilles qui peuvent mieux chercher pendant l'été le nectar. Donc, c'est pour ça que je dis, globalement, avec ce concept, j'ai plus de nectar et plus de pollen dans la ruche, donc quelque part c'est positif. J'ai des colonies plus fortes, comme j'ai déjà dit, une nourriture, donc des réserves qui sont mixtes, donc il y a le nectar et le sucre qui est mélangé automatiquement par les abeilles, ce qui est certainement aussi positif. Et j'ai moins de problèmes avec le pillage à la fin de l'été. Et maintenant,
c'est clair aussi qu'à long terme, à mi-terme et à long terme, il faut que la nature procure assez de réserves, assez de nectar, assez de pollen. Et avec de nouveau cette courbe, vous voyez tout de suite où vous devez planter, quelle plante pour quelle saison. Et là, vous avez à disposition ce calendrier de plantes et de mielés. Et là, vous voyez, ça c'est juste une toute petite partie de tout le tableau. Mais vous avez plein de plantes différentes sur toute la saison où vous pouvez regarder combien de nectar elle donne et combien de pollen elle donne, cette plante. Donc, vous pouvez commencer à choisir les plantes qui fleurissent ici très tôt dans la saison, qui fleurissent surtout ici pendant le trou de mielet, mais à quelque part, vous pouvez aussi dire tout ce qui vient là après l'essaimage, après le mois de mai, tout ce qui fleurit ici, c'est bénéfique parce que là, il se trouve beaucoup encore. Et c'est comme ça, on va régler ce challenge avec les fleurs, avec les plantes qui donnent du nectar et du pollen. Et la preuve que cela peut jouer, et la preuve que cela influence beaucoup la santé des abeilles, la preuve, on a dans l'Oural, chez les Bachkirs, et là, vous voyez un de ces Bachkirs, et lui, il fait 20 kilos de récolte et les abeilles passent l'hiver sur leur propre réserve. Je vous ai dit avant que chez nous, en Suisse, souvent les abeilles dans une cavité qui ne sont pas nourries, souvent ils meurent de faim. Et là, en Bashkiri, on a 20 kilos de récolte, donc un surplus que les abeilles n'ont pas besoin pour elles-mêmes. Donc la différence est énorme. Et à mon avis, il y a deux, trois raisons qui sont importantes. Et une des raisons, à mon avis, c'est les tilleuls, parce que les tilleuls fleurissent justement dans le trou de mielet. Et là-bas, en Bashkiri, ils ont des énormes forêts de tilleuls qui doivent être certainement très importants pour la mielet. Et voilà, ça nous montre aussi que c'est possible, mais il faut absolument qu'on cherche à revenir à un état où on n'a pas besoin de nourrir les abeilles parce qu'elles trouvent assez dans la nature. Maintenant, un autre thème, vous avez peut-être déjà entendu, parce qu'on a déjà parlé aussi de ce thème. Si on parle des réserves, on parle aussi de la qualité de l'habitat. Et là, on voit bien qu'une ruche conventionnelle et une ruche tronc ou un arbre avec une cavité sont deux habitats complètement différents. Là, on a un habitat qui est beaucoup mieux isolé, qui est plus sec. Là, on a un habitat qui est mal isolé. Donc, vous avez besoin, ou les abeilles ont besoin beaucoup plus d'énergie pour chauffer votre dardin ou votre ruche suisse. Ou pire encore, ces trucs un peu de l'Allemagne qui ne sont pas du tout adaptés à la vie des abeilles. Et là, vous avez un peu deux, trois chiffres qui vous montrent la différence parce que dans une ruche conventionnelle, on sait que les abeilles mangent facilement 15 kilos de miel pendant l'hiver. Et là, dans les cavités, on sait qu'une colonie d'abeilles peut passer l'hiver avec 2 à 3 kilos de miel. Donc, ça, c'est des facteurs entre deux. On parle de facteurs 5 à 10 de différence. Donc, c'est énorme. Et surtout, si on prend en considération le métabolisme total sur toute l'année, sur les 240 kilos d'éléments nutritifs pour bâtir qu'une ruche consomme dans un dadan. Et dans une cavité, on parle de 30 à 40 kilos, donc c'est des facteurs énormes. Donc les abeilles ont beaucoup moins travaillé, il y a des colonies qui sont plus petites, qui peuvent passer l'hiver, beaucoup de facteurs qui influencent la survie des abeilles et aussi la santé des abeilles.
Bon, ça c'est plus ou moins sur le thème. Encore quelques mots sur Free the Bees. Ça c'est le comité de Free the Bees avec André Dunant qui est ici présent. On a un autre caissier, directeur financier Thomas Fabian, vice-président Hans Studerus, moi comme directeur général et aussi notre conseil scientifique avec des scientifiques qui sont très très larges sur les différents thèmes. Donc, on a le scientifique forestier, on a le virologue, paléontologue, très intéressant pour comprendre l'évolution naturelle, la sélection naturelle, tout ce qui s'est passé dans notre passé. Et ce qu'on propose, on parle là de trois domaines ou de trois piliers principaux. On est sûr et persuadé que l'abeille mellifère doit retourner dans la nature, parce qu'uniquement dans la nature, elle est liée à la sélection naturelle. C'est le seul moyen de garantir une évolution naturelle. Si on veut, on a eu plus que 30 millions d'années d'évolution naturelle chez les abeilles mellifères. Et ces dernières quelques décennies, on a complètement détruit cette évolution naturelle. C'est pour ça qu'on a absolument besoin de retourner ces abeilles dans la nature où elles peuvent s'adapter à la nature d'aujourd'hui et au changement de la nature. On parle de changement climatique, n'importe si c'est fait par l'homme ou pas très intéressant sous cet angle. C'est l'abeille qui doit absolument s'adapter parce que sinon elle ne peut pas survivre. Et on a aussi l'apiculture qui doit devenir plus durable, l'apiculture qu'on traite assez intensif. Et vous avez vu, avec notre méthodologie apicole, on a tout à fait les concepts, ce que ça veut dire, garder les abeilles d'une manière plus naturelle. Et là, garder les abeilles d'une manière plus naturelle est certainement important parce que ce qui est vraiment important, c'est pas la production de miel. Ce qui est vraiment important, c'est la production de la pollinisation. Et la pollinisation, on peut procurer d'une manière beaucoup plus naturelle, beaucoup plus durable à travers une apiculture proche de la nature. Et là, on a tous les concepts pour devenir plus durable. Et maintenant, il y a le dernier pilier, ça c'est l'amélioration de l'habitat, parce qu'il y a quand même pas mal d'habitats en Suisse où les abeilles mellifères ne peuvent plus vraiment survivre ou que très très peu de colonies peuvent survivre. Et là, on a besoin d'augmenter la qualité de l'habitat. Et là, c'est surtout planter des plantes qui procurent du nectar et du pollen, surtout dans les bonnes périodes où ça manque. C'est aussi faire des cavités d'arbres, parce que l'habitat naturel des abeilles manque dans nos forêts. Donc, il faut créer des cavités. Et le troisième pilier, ou le troisième point, c'est aussi de diminuer, de réduire la pollution environnementale. Ça, c'est un thème qu'on attaque pour l'instant pas activement, mais ça peut venir dans le futur aussi. Et bon, on arrive à la fin. Et moi, je prends toujours l'exemple de notre colonie, de nos colonies, parce que pour moi, une colonie d'abeilles est un exemple extraordinaire qui me montre comment on peut collaborer dans une société, comment on peut collaborer nous aussi les humains. Et si on prend une seule abeille, elle peut pratiquement pas vivre toute seule, mais toute la colonie a incarné plus ou moins la vie éternelle. Et ça, c'est uniquement possible parce que chaque individu met de côté son égoïsme et donne toute son énergie dans le peuple, dans la collaboration. Et moi, je pense que ça nous sert ou ça devrait nous servir comme modèle parce que tous ces challenges que je vous ai montrés, il n'y a pas un seul qu'on ne peut pas régler. Mais je pense, vous et nous, on ne peut pas le régler tout seul. Il faut absolument qu'on travaille ensemble, qu'on lie les forces
Et là, comme population en Suisse, on a énormément de pouvoir, on a énormément de moyens de tout régler. Donc voilà, je vous remercie pour l'attention et on a encore un peu quelques minutes pour des questions ou aussi d'entendre ou de partager vos propres expériences. Soyez aussi critiques si vous voyez les choses complètement différentes. N'hésitez pas de vous exprimer. Merci beaucoup déjà et je me réjouis d'entrer en discussion. Alors, il y a 3 questions sur le chat. Une correspond à donner du miel aux abeilles et déconseiller qu'elles peuvent être porteurs de loques. Oui. On a parlé un petit peu du miel, mais peut-être par rapport à la loque. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est que c'est dangereux de donner du miel aux abeilles parce que ça peut contenir des spores de loques. C'est pour ça, jamais j'achèterai du miel d'un apiculteur que je connais pas et jamais je donnerai ça aux abeilles ou je laisserai ça dehors parce qu'il y a toutes sortes d'abeilles aussi des apiculteurs voisins qui viennent chercher ce miel. Donc, si je donne du miel, est-ce que j'ai fait comme expériment moi-même, j'ai uniquement pris du miel d'un ami où je savais que ces derniers 10 ans, il n'avait pas la loque. C'est pour ça, je pense que c'est possible. Et si on prend le produit Castaflor de Bienenmeier, c'est de toute façon du miel contrôlé, donc là, vous risquez rien du tout non plus. Normalement, vous auriez la possibilité de chauffer le miel, mais c'est très, très problématique parce que ces spores sont beaucoup plus, ils résistent à beaucoup plus de chaleur. Et déjà, si vous chauffez le miel à 40 degrés, déjà là, vous perdez des enzymes, donc ça ne sert à rien de chauffer, c'est que néfaste. Sur sucre inverti, comment invertir le sirop? Question acide citrique, par exemple. Moi, je n'ai pas traité ce thème, mais je suis sûr que vous trouvez des informations sur l'Internet. Je ne sais pas exactement au niveau chimique comment ça marche. Ça ne m'a pas intéressé pour préparer ce discours. Il y a justement cette invertation acidique et enzymique. Et comme on a vu avec l'étude qui a été citée par Sigrun Mittel, c'est le sirop inverti d'une manière enzymatique qui est le moins nuisible. Une question sur les quantités de sirop. Si on parle de… Alors, je lis la question. En commençant le nourrissage, en gros, au début juin, tout en saison, de quelle quantité de sirop parlez-vous en comparaison de nourrir fin de saison où nous parlons là de 10-15 litres? Alors, si justement à la fin de 16 ans, si j'ai dû donner du sirop, souvent j'ai donné facilement 10 kilos parce que la ruche, elle est pratiquement vide. Ils avaient besoin de pas mal de réserves. Et si la colonie était un peu trop faible, c'était même encore difficile qu'elle prenne vraiment le sirop comme il faut. Et si je donne directement à l'essaim, je n'ai jamais vraiment calculé, mais il me semble que j'ai besoin de beaucoup moins. Je dirais peut-être la moitié, je ne sais pas exactement. Je n'ai jamais calculé. Mais beaucoup moins. Normalement, je ne donne pas à la fin de la saison. Si on veut nourrir, normalement, on donne directement le grand bidon. Et si je nourris un essaim ou une colonie mère, je donne un tout petit truc en plastique où je mets peut-être 1 litre de sirop là-dedans. De temps en temps, je remplis un peu. Donc, les abeilles mangent d'une manière moins vite. Et même si ce n'est pas d'une manière continue, si de temps en temps, il n'y a pas de sirop dans votre plastique, ce n'est pas si grave. C'est juste, c'est comme une sorte de surplus pour stimuler un peu. Merci à Esteban pour les 10 solutions durables pour améliorer l'apiculture. On ne va pas les lire ici, vous les trouvez sur le chat aussi. Il y a aussi Esteban qui continue, aussi dans la même veine, donc des conseils qui sont donnés là. C'est un long texte, merci.
Une question ici, mettre dans le sucre un vinaigre de pomme, est-ce une bonne idée, un bon apport? C'est aussi, moi je pense on pourrait peut-être même faire un discours sur ces sujets. Alors, vinaigre, de l'ail, des fleurs, thé, plein de choses qui sont mélangées avec le sucre. Moi, je dois avouer que je n'ai jamais testé ces choses. J'écoute quand on m'en parle. Si quelqu'un veut faire un discours là-dessus et faire un peu des recherches, ce serait très intéressant. Vous pourriez donner un discours vous-même là sur le thème. Il y a aussi les anthroposophes qui parlent, par exemple, de donner de la lumière à ce sirop. Donc, ils prennent des fleurs avec des thés, ils donnent de la lumière au sirop. Là, je pense on part un peu de ce qu'on appelle scientifique. Je pense on entre dans quelque chose qui est plus subtil, qui est difficile à prouver au niveau scientifique, mais je ferme pas là mes yeux et mes oreilles. Et ce serait un bon thème à traiter une fois séparément. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut améliorer le sirop? Et aussi ces idées avec l'ail, par exemple. L'ail est quelque chose de très puissant aussi au niveau de la santé humaine. Donc là, il y a certainement encore plus à dire que ce que je vous ai préparé et présenté là tout à l'heure. Merci. Quel impact sur l'abeille qu'un nourrissement fait à base de sucre que l'on achète en grande surface avec un ajout de cidre, de vinaigre de cidre? Donc, si Ouais, cette ça, question a été abordée quand même au niveau du début de la conférence, je ne pense pas qu'on puisse rajouter quelque chose ici. Les liens pour Castaflore et Ostéter, je viens de vous les donner. Et super. puis, il y a une question sur votre opinion sur les candies protéinés. Quand on dit protéiné, je sais pas les informations, je peux pas vous dire. J'ai jamais testé moi-même, mais je connais assez bien les thèmes de la médecine orthomoléculaire au niveau des humains. Et comme je vous ai dit, protéines, c'est très très important. C'est ce qui vient, c'est un élément principal, un élément essentiel. D'après ce que moi je sais, la source de protéines devrait plutôt venir à travers le pollen pour les abeilles. Et le pollen, dans beaucoup d'endroits en Suisse, c'est pas trop compromis. Donc, les pollens, elles trouvent plus facilement que le nectar. J'imagine que la nourriture, les protéines par le pollen, c'est un peu moins grave que le nectar, mais je peux me tromper. Donc, c'est aussi, je l'ai dit déjà avant en allemand, moi je dis toujours, ne croyez à personne, ne croyez pas ce que je vous dis, ne croyez surtout pas à vous-même. Allez le tester vous-même. Faites les expériments et après vous savez plus. Donc, pour savoir de ce que je parle maintenant, à mon avis, vous avez besoin aussi de pas nourrir vos abeilles et de regarder comment elles survivent sous des conditions proches de la nature, donc sans superposition d'une hausse à miel, sans nourrir. Là, peut-être vous risquez des pertes, mais vous avez appris quelque chose. Et je pense qu'il faut aussi apprendre que les pertes sont rien de mauvais, parce que des colonies qu'on perd sous des conditions naturelles, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est un pas en avant dans l'évolution. Donc, il faut absolument, nous, les apicultrices et les apiculteurs, il faut absolument qu'on apprenne à accepter les pertes aussi et de les voir comme quelque chose, une invention géniale de la nature qui a marché depuis des millions d'années. Une question sur les sirops et la concentration. Alors, quand vous parlez de sirop, quelle concentration? 50-50, 70-30? Oui, ça c'est justement les concepts. Allez regarder chez les conventionnels. J'ai jamais fait ces mélanges moi-même, ça m'intéresse pas trop. Moi j'achète parce que c'est aussi, moi j'ai essayé une fois avec du sucre, mais
mélanger le sucre avec l'eau froide, honnêtement, c'est pas facile. Il y a toujours un reste de sucre qui traîne et après vous avez la cristallisation, vous avez plein d'autres problèmes. C'est pour ça que j'ai opté pour acheter le sucre inverti parce que moi je pense que c'est plus simple, c'est meilleur. Très bien. Là, nous arrivons à la fin. Merci André pour ta conférence et la belle préparation et tout ce sujet très complet que tu nous as présenté. Sachez que vous retrouvez cette conférence aussi sur notre chaîne YouTube. Et puis, sachez aussi que si vous avez des questions, vous pouvez aussi rejoindre une fois par mois, le lundi, nos fameux communities qui permettent à toute personne de poser les questions en présence d'André, justement. Voilà, nous sommes à votre disposition et bien sûr que notre mail bi@freethebees.ch pour aussi répondre à vos questions par la suite. Si tu veux, Super, merci beaucoup. voilà, Merci à l'attention. Une très bonne soirée. Merci pour l'aide, André. avec plaisir.